Donc aujourd'hui, nous allons essayer de voir un autre texte réglementaire qui est assez intéressant pour vous. Donc c'est le premier texte en Algérie qui parle réellement du système, de la sécurité des systèmes d'information. Ce n'est pas un texte parfait, malheureusement. Il contient un certain nombre d'anomalies, disons, et de choses qui ne devraient pas être. Mais bon, c'est le seul texte que l'Algérie a actuellement. Alors, il s'agit d'un décret présidentiel qui a été publié en 2020, donc il porte le numéro 2005, qui porte sur la mise en place d'un dispositif national de la sécurité des systèmes d'information. Il y a lieu de noter que malgré que le texte existe, le système en question n'a toujours pas été mis en place pour X raisons. Alors, on va le lire ensemble et on va essayer de le comprendre. Alors, l'article premier, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le présent décret a pour objet la mise en place d'un dispositif national de la sécurité des systèmes d'information. Donc, jusqu'à maintenant, c'est clair, il n'y a rien de particulier à dire. L'article 2, qu'est-ce qu'il dit? Le dispositif est l'instrument de l'État en matière de sécurité des systèmes d'information, un cadre organisationnel pour l'élaboration de la stratégie nationale de la sécurité des systèmes d'information et la coordination de sa mise en œuvre. Donc déjà, ce texte, qu'est-ce qu'il fait? Il dit que c'est un instrument de l'État. Déjà, le dispositif qu'il compte mettre en place, c'est un dispositif étatique. Et c'est un cadre organisationnel, donc ça permettra d'élaborer une organisation, mettre en place une organisation pour définir une stratégie nationale de sécurité des systèmes d'information et coordonner pour sa mise en œuvre. L'article 3, qu'est-ce qu'il dit? Le dispositif national de sécurité des systèmes d'information est placé auprès du ministère de la Défense nationale. Déjà, ce n'est pas un dispositif civil. Il est placé auprès des militaires. Qu'est-ce qu'il va contenir? D'abord, un Conseil national de la sécurité des systèmes d'information, appelé Conseil. C'est lui qui sera chargé d'élaborer, d'approuver et d'orienter la stratégie nationale en matière de sécurité des systèmes d'information. Donc, c'est lui qui va créer la stratégie, c'est lui qui va aussi l'approuver et c'est lui qui va l'orienter. Il y a aussi une agence de la sécurité des systèmes d'information qui sera chargée de la coordination de la mise en œuvre de la stratégie nationale des systèmes. Donc, un organe appelé conseil qui va élaborer une stratégie, une agence qui va coordonner la mise en œuvre de cette stratégie. Après, ils vous disent, pour que le conseil puisse exercer ses missions, il ne peut pas les faire tout seul, il disposera, en plus de l'agence, des différentes structures du ministère de la Défense pour l'aider. Ensuite, le chapitre 2, va parler du Conseil national de sécurité des systèmes d'information. Alors, on vous dit, dans le cadre de l'élaboration de la stratégie nationale en matière de sécurité des systèmes d'information, que va faire ce Conseil? Alors, on vous dit d'abord, il va statuer sur les éléments de la stratégie nationale de sécurité des systèmes d'information proposée par l'agence et définira la stratégie nationale en la matière. Alors, qu'est-ce qu'on comprend de cet article? Ça veut dire que les différents éléments qui vont composer la stratégie ne seront pas proposés par le conseil proprement dit, mais c'est l'agence qui va réfléchir, qui va proposer des éléments de stratégie et elle va les soumettre à ce conseil. Et le conseil va seulement dire oui, on est d'accord, non, on n'est pas d'accord. Donc, la construction de la stratégie va se faire par le conseil sur proposition de l'agence. Ensuite, il va examiner et approuver le plan d'action et le rapport d'activité de l'agence. Ça veut dire que, comme toute entreprise,
l'agence va définir un plan d'action. Qu'est-ce qu'elle va faire durant chaque année, comme action, comme activité et tout. Donc, dans le début d'année, elle devra ce plan d'action l'envoyer au conseil qui, lui, devra l'approuver d'abord. Donc, il peut rejeter des parties, il peut modifier certaines choses, etc. Et en fin d'année, elle va lui remettre un rapport d'activité. Donc, par rapport au plan d'action, voilà ce qu'on a fait. Ensuite, examiner et approuver les rapports relatifs à la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité des systèmes d'information. Donc, il va y avoir une stratégie nationale. Eux vont faire des rapports de mise en œuvre. Qu'est-ce qu'on a pu réaliser de cette stratégie? Ensuite, approuver les accords de coopération et de reconnaissance mutuelle avec les autres organismes étrangers dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y aura une convention avec un pays étranger ou une agence étrangère, c'est ce conseil qui devra valider cet accord. Ensuite, d'approuver la politique de certification électronique de l'autorité nationale de certification électronique. Ceci suppose qu'il y a une autorité de certification électronique. Bon, c'est un autre texte là, c'est une loi qui l'a défini. On ne l'a pas encore vu. Bon, on le verra peut-être la prochaine fois. Et eux vont définir la politique de certification électronique. Qui peut me dire c'est quoi la certification électronique? Alors, Monsieur Bocado, est-ce que vous avez une idée là-dessus? Monsieur Bocado, vous êtes là? Alors, est-ce que vous avez une idée sur c'est quoi la certification électronique? Si vous avez une idée, essayez de nous donner une petite explication. Bon, en attendant que M. Bocradon finisse d'écrire, ah, C'est un outil d'authentification en ligne. C'est comme d'accord. une carte Alors, d'identité, mais voilà. Tout à fait. M. Bocradon vient de vous dire que les certificats sont fournis par une autorité de certification, et c'est elle, et c'est ce qui est utilisé dans les protocoles comme SSL. Effectivement. La certification électronique est généralement fortement liée à la signature électronique. Alors, c'est quoi bon, je pense que vous connaissez tous c'est quoi une signature électronique. Donc, pour avoir une signature, il faut un certificat électronique. Le certificat électronique doit être délivré par une autorité de confiance. Donc, en Algérie, il y a eu une loi qui s'appelle la loi 1504 que je viens de vous afficher. Alors, cette loi 1504, qu'est-ce qu'elle fait? Elle définit les principes de la signature électronique et de la certification électronique. Donc, elle a défini le modèle organisationnel de certification électronique qui, lui, est composé de trois entités de base. Donc, vous avez une autorité nationale donc, qui chapeaute le tout. Donc, déjà, pour commencer, c'est un modèle hiérarchique. Bon, vous savez qu'en matière de signature et de certification, nous avons plusieurs modèles. Nous avons le modèle hiérarchique, le modèle bridge, nous avons le modèle hybride, nous avons le modèle fédéral, etc. En Algérie, c'est tout simplement un modèle hiérarchique qui est composé d'une autorité nationale qui chapeaute deux autorités. Une autorité gouvernementale pour les transactions de type G2G, G2C et G2B. Et nous avons une autorité économique qui va chapeauter les transactions de type C2C, C2B et B2B. Alors, une s'occupe de l'aspect économique, donc business to business, business to citizen et citizen to citizen. L'autre, elle est gouvernementale. Elle chapeaute les relations de type gov to gov, gov to citizen et gov to business. Et chacune de ces autorités a ses missions en matière de délivrance de certificats, en matière de révocation de certificats, en matière de dispositifs de création, etc. Donc, il y a tout un arsenal juridique
que vous voyez là, qui est défini à cet effet, qu'on pourra voir probablement la prochaine fois. Donc, le Conseil national de sécurité des systèmes d'information, c'est lui qui va valider la politique de certification électronique de l'autorité nationale. Qu'est-ce qu'il a autre comme mission? C'est d'approuver la classification des systèmes d'information. Il faut savoir que généralement dans tous les pays du monde, les systèmes d'information sont classifiés en termes de sensibilité et de sécurité. Vous allez avoir par exemple les systèmes d'information critiques. Donc, c'est des systèmes d'information où toute atteinte peut porter atteinte soit aux vies humaines, soit aux intérêts du pays. Vous avez les systèmes d'information sensibles. Après, vous avez les systèmes d'information de niveau 3, de niveau 2, de niveau 1. Donc, chaque pays va définir la classification qu'il considère la plus adaptée, disons. Si, par exemple, je vais vous donner un type de système d'information, alors, par exemple, si on parle, par exemple, des systèmes d'information de santé. Donc, système d'information de santé, à titre d'exemple, le système d'information, tu as la carte chiffre qui va contenir les noms, tu as les assurés sociaux, ce qu'ils ont acheté comme médicaments, comme remboursement, etc. Est-ce que pour vous, c'est un système d'information critique, sensible ou autre? Alors, Monsieur Gusso. Monsieur Gusso, vous êtes là ou vous dormez? Faut croire que Monsieur Gusso ne nous écoute pas aujourd'hui. Ah, il est là. Alors, pour vous, un système pareil, est-ce qu'il est critique? Oui, le système d'information de la CNAS, par exemple. Alors, avant de pouvoir répondre, est-ce qu'il est critique ou est-ce qu'il est sensible ou autre, il faudra d'abord connaître les différents paliers. Si je vous dis, par exemple, un système critique est un système qui met en jeu des vies humaines, ou bien c'est un système qui met en jeu, en péril, l'économie nationale. Je répète, si je vous dis qu'un système critique est un système qui met en péril des vies humaines, ou bien qui peut porter gravement atteinte aux intérêts suprêmes d'un pays. Je dis bien gravement atteinte. Est-ce que le système de la CNAS peut être considéré comme un système critique? Ben non. Mademoiselle Jihan, non, parce que je viens de définir c'est quoi un système critique. Le système de la CNAS, comment est-ce qu'il va mettre en danger des vies humaines? Ne me dites pas qu'à partir des infos que je vais retirer de la personne, je vais retrouver son adresse, etc. Ensuite, je vais la mettre en danger. Non. Si dans ce cas-là, si je parle de Non, système... pas l'adresse, mais si il a... Pardon. Mais Oui, s'il a allez. une maladie chronique, Oui. s'il a une maladie chronique, on voit que chaque mois, il a des médicaments spéciaux à cette maladie, donc on peut mettre sa vie en danger. Comment? Si il a, Oui, s'il a d'accord. une maladie chronique, Imaginons, vous allez trouver monsieur, par exemple, X, qui a une maladie chronique. Comment vous allez mettre sa vie en danger? ben, faire quelque chose qui peut, Qui peut quoi? par exemple, s'il a le diabète, On va lui donner du sucre. C'est ça? pas lui donner directement, mais genre, peut-être s'il est dans un restaurant ou quelque chose, on Enfin, va d'accord, lui donner. j'ai compris votre raisonnement. S'il est dans un resto, on va s'arranger pour qu'il ait dans le resto une grande dose de sucre et qu'il puisse mourir. Mais là, vous remarquerez que ce n'est pas l'atteinte au système elle-même qui va mettre en danger la vie de la personne.
C'est l'information que j'ai extraite de ce système qui peut mettre en danger la personne. Donc, dans ce cas-là, l'attaque en elle-même, c'est pas elle qui va le mettre en danger. Donc là, c'est pas critique. Bien sûr, c'est les informations Oui, retirées de... oui, mais c'est une mise en danger de manière indirecte. Je récupère l'information, j'analyse l'information, ensuite j'exploite l'information pour assassiner quelqu'un. Ce n'est pas en faisant, c'est pas l'attaque en elle-même qui va tuer la personne. Par contre, si je vous dis le système d'information d'une centrale nucléaire, je l'attaque, j'augmente la température de fusion, la température du noyau, la centrale va exploser. Là, je vais tuer toutes les personnes qui sont autour de la centrale via mon attaque. Et là, ça devient un système critique. Parce que c'est l'attaque du système directement qui met en péril des vies humaines. Je vous donne un autre exemple. Un système d'information au niveau d'un hôpital. Mais pas le système d'information qui contient les dossiers des médecins, mais le système d'information qui pilote, par exemple, les respirateurs automatiques. Vous savez que les gens qui sont en réanimation sont mis sous respirateur. Bon, en Algérie, c'est pas le cas. Bon, pas pour les respirateurs, hein. Dans d'autres pays, vous avez les respirateurs qui sont connectés à un réseau informatique, ce qui permet au médecin, à partir de son bureau, de voir l'état des différents respirateurs, de modifier le taux de saturation en oxygène sans se déplacer vers le respirateur et d'aller, par exemple, le modifier manuellement. Un attaquant qui réussit à avoir accès à un tel système d'information pourra facilement couper l'oxygène d'un patient. Et là, ça devient un système critique. Si je prends l'exemple de l'Algérie, par exemple, qu'est-ce que l'Algérie peut avoir comme système critique qui peut vous tuer tous? Le seul système critique, à ma connaissance, qui peut vraiment l'être, bon, disons dans le domaine civil, hein, on ne va pas aller dans le domaine militaire, c'est le système d'information de Sonatrach. Vous savez que Sonatrach, ils ont un data center qui permet de contrôler les puits de forage à distance. Si j'accède à ce système d'information et que je m'arrange pour modifier la vitesse de forage, pour casser les têtes de forage de tous les puits algériens, c'est toute l'économie algérienne qui va s'ébranler du jour au lendemain et c'est une atteinte grave à la sécurité de l'État. Et là, c'est un système critique. Sans pétrole, plus d'Algérie. Plus de rentrée d'argent, plus de pays. À titre d'exemple. Bon, est-ce que c'est clair, c'est quoi un système critique? Maintenant, le rôle de comment dirais-je, le rôle de ce conseil, c'est déjà de définir la classification du système et d'approuver cette classification. Donc, c'est à eux de dire, nous allons opter pour une classification qui contient, par exemple, critique, sensible, ordinaire, etc. Et tel système est classé comme critique, tel système ne l'est pas, tel système est classé dans telle catégorie, etc. Ensuite, la prochaine mission, c'est de proposer l'adaptation en tant que de besoin du cadre organisationnel et réglementaire de la sécurité des systèmes d'information. Ça veut dire maintenant, il y a un cadre organisationnel qui définit un conseil, une agence. Eux, ils ont la prérogative de proposer, comme ils le disent, au gouvernement de dire ce cadre organisationnel n'est pas bon, ce cadre réglementaire est insuffisant. On propose de rajouter ceci, de rajouter cela, ou de modifier ceci, de modifier cela. Ensuite, ils vous disent, le Conseil donne un avis conforme sur tout projet de texte législatif ou réglementaire en relation avec la sécurité des systèmes d'information. Ça veut dire que ce Conseil a pour mission de donner son avis sur toute loi, tout décret qui touche à la sécurité des systèmes d'information. Alors, de quoi se compose ce conseil, pardon. D'abord, il est présidé par le ministre de la Défense ou son représentant. Il faut savoir qu'en Algérie, le ministre de la Défense est le président de la République, hein. Donc, il est présidé soit par le président de la République ou son représentant. Donc, ça veut dire quoi son représentant? Ça veut dire comme lui, ça ne l'intéresse pas, ou bien il n'y comprend rien dans le domaine ou autre, il va désigner quelqu'un qui va le représenter. Quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine. Ensuite, il y a un autre représentant de la présidence de la République,
un représentant du Premier ministre, il y aura le ministre des Affaires étrangères, le ministre en charge de l'Intérieur, le ministre en charge de la Justice, le ministre en charge des Finances, le ministre en charge de l'Énergie, le ministre en charge des Télécoms et le ministre chargé de l'Enseignement supérieur. Alors, on va essayer d'analyser la composition de ce conseil et de voir pourquoi est-ce qu'ils ont choisi exactement ces ministres et pas d'autres. Bon, on ne va pas rentrer dans le débat pourquoi mettre des ministres et tout, parce que bon, c'est pas logique, donc on va pas essayer de débattre sur quelque chose qui n'est pas très logique, mais on va essayer beaucoup plus de débattre sur l'origine des personnes qu'ils ont mis et pourquoi ces personnes. Alors, on va commencer par Azzouz, tiens. Pourquoi le ministre de l'Enseignement supérieur? À quoi bon? Azzouz Yamina. C'est la question que vous vous posez. D'accord. Alors, Ben Bourahla, est-ce que vous êtes là? Ben Bourahla, Sofiane. Ben Bourahla une fois, Ben Bourahla deux fois. Ah, il est là. Alors, à votre avis, pourquoi le ministre de l'Enseignement supérieur? J'attends une réponse, monsieur Ben Bourahla. En fait, vous savez que votre notre assiduité dépend de vos réponses aussi, hein. Donc, le fait d'être là sans répondre, c'est pas bon. Le fait de ne pas être là, c'est pire, etc. OK. Mademoiselle Benkassir, est-ce que vous êtes là? Ou bien c'est uniquement votre PC qui est là? Alors, à votre avis, pourquoi le ministre de l'Enseignement supérieur? À quoi bon? Ben Mimoun. Boukadou. Monsieur Boukadou, vous êtes réveillé ou pas encore? Théoriquement, oui, ça peut être ça. Hamadash. Alors, à votre avis, pourquoi le ministre de l'Enseignement supérieur? Qu'est-ce qu'il a à voir avec la sécurité des systèmes d'information? Alors, il y a votre camarade qui vient de donner un début de réponse. Il vient de dire, alors, il y a monsieur, il sait, oui. Alors, il y a madame Ihyat Iman qui vient de dire à cause de la recherche produite par le ministère. À vrai dire, il y a une petite part de vérité dans ça. Donc, dans la réflexion qui a été faite, c'était de dire que le ministère de l'Enseignement supérieur fait de la recherche. Il possède des gens qualifiés qui ont des docteurs, des gens qui ont fait des recherches dans le domaine, etc. Donc forcément, il a des experts en matière de sécurité. Donc lui, quand il va venir assister, il va être conseillé par ses propres experts qui vont venir lui dire voilà ce qu'il y a lieu de faire, etc.
Et il considère aussi que l'université est un vivier dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information. Donc, il y a des gens qui s'y connaissent dans le domaine et qui peuvent les aider et travailler dans le domaine. Alors, on s'est arrêté à Hamadash. Hamadash toujours, tiens. Pourquoi le ministre chargé des télécoms? Normalement, la réponse, elle est triviale à ce niveau-là. Hamadash, on attend votre réponse. Oui, parce que tout système informatique, d'habitude, vous saisissez plus vite, vous êtes plus rapide à la saisie. Alors, Hamadash nous dit parce que tout système informatique, bon, j'ai essayé de deviner la suite, utilise les réseaux de télécom. Et effectivement, les réseaux de télécom vont être les vecteurs de toutes les attaques. Donc, toutes les attaques qu'il va y avoir vont transiter par les réseaux de télécom. Donc, si on ne sécurise pas nos réseaux de télécom, ça sert à quoi de sécuriser les systèmes d'information? En plus, généralement, tout ce qui est TIC, donc tout ce qui est data center, etc., tout ce qui est data center, etc., fait partie des prérogatives du ministre chargé des télécoms. Alors, on passe vers Jihan Harouni. Pourquoi le ministre chargé de l'énergie? Alors, Comme vous avez dit oui, il y a quelques minutes, on peut une attaque parce que c'est un ministère sensible. Si tout une ça, attaque, exactement, vous avez donné la réponse. Alors, Jihan a raison, effectivement, parce que l'Algérie considère que la seule richesse qu'elle a, c'est son énergie, c'est son pétrole. Donc, ils se sont dit, qu'est-ce qu'un attaquant peut trouver d'intéressant à attaquer chez nous? Ah, tiens, nous avons le pétrole, les systèmes d'information liés à l'énergie. Ah, c'est très critique. Ah, agwa, agwa, agwa. Hatouk معنا في le conseil de sécurité, parce que c'est sûr que c'est toi qui va être la cible. Donc, on dit معنا في le conseil de sécurité, on voit le balai pour نديرو. Et c'est toi qu'on doit sécuriser en premier. C'est aussi simple que ça. Le raisonnement était aussi trivial que ça. Alors, cher Abin Sain, vous êtes là? Alors, pourquoi le ministre des Finances? À vrai dire, pour le ministre des Finances, il y a deux raisons qui ont fait qu'ils l'ont mis dans le conseil. Je pense que on va tenir un système sensible et même pour financer l'enseignement supérieur. Alors, le ministre des Finances, à vrai dire, il a été mis dans le conseil pour deux raisons. La première raison, à cause des systèmes bancaires. Les systèmes bancaires, c'est des systèmes sensibles. Et vous avez remarqué qu'à travers la planète, généralement, ce qu'on attaque, les banques ce sont l'une des cibles idéales pour les pirates informatiques. Vous attaquez une banque, vous avez une assurance d'un gain rapide. En même temps, la mise en œuvre des systèmes de sécurité, les systèmes de sécurité des systèmes d'information vont demander de l'argent. Donc, eux vont définir une stratégie. Ils ont besoin du ministre des Finances pour le financement des projets, pour leur dire, oui, on a assez d'argent pour mettre en place cette stratégie. Ah non, allez-y, mollo, cette année, on n'a pas d'argent pour mettre en place la stratégie. Donc, c'est lui qui est là pour indiquer, est-ce que ça ne sert à rien de mettre une grande stratégie nationale, pour l'application, le ministre des Finances, les caisses sont vides. Non. Donc, voilà pourquoi il est là. Maintenant, le ministre de la Justice, on s'adresse à Jouada Mahdi. À votre avis, qu'est-ce qu'il vient foutre ici, le ministre de la Justice? Monsieur, je pense que c'est le même cas. Il y a deux raisons, comme pour le cas du ministre de Finances. La Il a rien. première, c'est parce que c'est un ministère sensible à cause des systèmes d'information je sais pas, Il n'a rien de des sensible. condamnés, des prisons et tout, et aussi pour avoir des conseillers pour les projets. Alors, primo, il n'a rien de sensible. Il n'a aucun système d'information sensible, à part le casier judiciaire
Et le fichier de nationalité, où il y a une copie au niveau du ministère de l'Intérieur, il n'a vraiment rien de sensible comme système d'information. Donc, c'était pas ça la raison. Alors, la vraie raison, la vraie raison, c'est qu'il y avait l'offre qu'un sahabout fliqa à l'époque, il s'est imposé. قال لك بالسيف نكون نستنى. C'était la vraie raison au départ. Ensuite, il y a eu une autre raison qui était assez justifiable, c'est le fait tout simplement que eux vont faire définir des textes réglementaires. Ils vont définir des textes de loi. Le ministère de la Justice, c'est le meilleur conseiller pour définir les textes de loi qui doivent être faits en matière de sécurité du système d'information. Surtout que le volet cybercriminalité est placé sous l'égide du ministère de la Justice. Rappelez-vous la loi 0904 qu'on avait vue la dernière fois, où on avait vu que toute tâche de répression, etc., relative à la cybercriminalité, était l'une des prérogatives du ministère de la Justice. Alors, Monsieur Guessom, c'est enfin votre tour. Que vient faire ici le ministre de l'Intérieur? Monsieur Guessom, depuis tout à l'heure, vous répondez les systèmes de police. Qu'est-ce qu'ils ont, les systèmes de police? Donnez plus de détails. J'aime bien Guessom. Depuis tout à l'heure, il répond. Puis il ne répond plus. Alors, non, c'est pas réellement la coordination. Par contre, le ministère de l'Intérieur, lui, par contre, il dispose d'un système d'information très critique. Alors, pourquoi est-ce qu'il dispose d'un système d'information très critique? Parce que déjà, la base de données de tous les citoyens algériens, elle se trouve au ministère de l'Intérieur. La base de données des cartes d'identité biométriques, la base de données des passeports biométriques, la base de données de l'état civil. Vous savez que si quelqu'un arrive à pirater ces bases de données, il peut forger n'importe quel citoyen. Ça veut dire quoi forger un citoyen? Imaginons que moi je suis un État ennemi. Je veux introduire des espions en Algérie. Ces espions, c'est mes propres citoyens. Si j'arrive à pirater la base de données d'état civil et insérer de nouveaux enregistrements, par exemple avec une identité X, je vais dire, voilà, je vais créer un nouveau citoyen qui s'appelle, disons, Fatah Djouada, né en telle année, etc. Donc, je vais créer une identité qui n'existait pas. Donc, avec l'espion, quand il va arriver, il va trouver déjà une identité. Et alors, pas qu'il l'a fait, comme attendez l'extrait de naissance avec mon numéro d'acte de naissance. Ils vont saisir l'ordinateur, ils vont trouver que l'acte de naissance existe. Il y a tout le l'acte de naissance, il y a tout le gars les papiers qu'il veut, et alors, il donne une pièce d'identité. Bon, ben, il va aller fabriquer un passeport. Donc, il va être citoyen algérien, avec tous les droits qu'il doit avoir, il pourra faire son travail d'espion, etc. Et même si on vérifie son identité, ils vont trouver qu'elle existe dans la base de données. Il existe au niveau, au niveau du passeport. Donc, ce n'est pas de faux documents. C'est pour ça qu'on dit que c'est des bases de données très sensibles qui doivent être protégées. Mohamed Defos, pourquoi le ministre des Affaires étrangères? D'abord, est-ce que vous êtes là? À votre avis, pourquoi le ministère des Affaires étrangères? Alors, pour résumer un peu les choses, le ministère des Affaires étrangères pour deux raisons. D'abord, vous vous rappelez tout à l'heure, on a parlé de relations à l'international, de coordination, etc. Tout ce qui est relations à l'international, c'est le rôle du ministère des Affaires étrangères. C'est la première raison pour laquelle il a été mis d'abord. La deuxième raison, c'est que le ministère des Affaires étrangères aussi dispose de bases de données très sensibles. C'est les bases de données de tous les citoyens algériens résidant à l'étranger. Vous savez, quand par exemple vous allez partir à l'étranger faire vos études ou autres, vous allez vous enregistrer auprès du consulat. Le consulat va avoir une base de données qui est répliquée chez le ministère des Affaires étrangères et qui contiendra toutes vos données relatives à ces citoyens qui se trouvent à l'étranger. Parce qu'une fois que vous quittez l'Algérie, à vrai dire, ce n'est plus le ministère de l'Intérieur qui va gérer votre vie, votre état civil ou autre. Ça devient le rôle du ministère des Affaires étrangères.
Aussi, la communication avec les postes diplomatiques à l'étranger, donc avec toutes les ambassades algériennes qui se trouvent à l'étranger, la communication se fait par réseau informatique, donc par VPN, etc. Donc, il faut sécuriser ces canaux de communication pour éviter que d'autres pays ne puissent les espionner, les mettre sous écoute, etc., etc. Bon, reste le représentant du Premier ministre et le représentant du président. Donc, de par le fait que c'est les autorités supérieures du pays, ils ont exigé d'être présents. Alors, ensuite, ils vous disent le secrétariat. Alors, après la composition, on vous dit que le conseil peut faire appel à toute personne ou institution pouvant l'éclairer dans ses travaux. Ça veut dire s'ils ont des réunions, des travaux, un sujet pertinent sur lequel ils sont bloqués, ils peuvent requérir n'importe quel expert, n'importe quelle institution pour les aider. Ensuite, on vous dit le directeur général de l'agence va assister aux réunions du conseil à titre consultatif. Donc, à chaque fois que le conseil se réunit, le directeur de l'agence est là, mais il n'a pas le droit de vote ni le droit de parler. Il est là en tant que conseiller. Donc là, il ne fera. Bon, Kian, fermez votre. Bon, je vous coupe le micro. Alors, en termes d'organisation maintenant, on vous dit pour accomplir sa mission, le conseil va disposer d'un secrétariat technique. Alors, le secrétariat technique, c'est quoi? Il y aura un secrétaire général nommé conformément à la réglementation au sein du ministère de la Défense. Il est mis fin à ses fonctions de la même manière. Bon, ça, c'est pas important. Donc, le secrétariat technique, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va élaborer les projets de règlement intérieur du conseil. Il va tout simplement. Une seconde. Alors, il va tout simplement coordonner, s'occuper de la coordination avec l'agence. Il va collecter et exploiter les documents nécessaires à la préparation des travaux du conseil. Il va recueillir auprès de l'agence et de toute administration et institution les informations et documents en rapport avec la mission du conseil. Donc, ce secrétariat technique s'occupera aussi des travaux du secrétariat général, de rédaction de courriers, etc., conservation des documents et des archives, et gestion des moyens humains et matériels. Ziane, veuillez fermer votre micro, s'il vous plaît. Ensuite, en matière de fonctionnement, on vous dit que le conseil va adopter son règlement intérieur. Il se réunit autant de fois que nécessaire. L'ordre du jour et la date de la réunion sont fixés par son président. Bon, ça, c'est des détails d'ordre organisationnel qui ne nous intéressent pas. Il vote, les décisions sont faites par vote. Ils font des procès-verbaux. Et l'argent, le budget nécessaire au fonctionnement du conseil sont inscrits sur le budget du ministère de la Défense. Ensuite, là, il parle de l'agence. Donc, l'agence est un établissement public à caractère administratif qui est doté de la personnalité morale et d'autonomie financière. Donc, leur siège toujours évidemment à Alger, par ailleurs. Donc, l'agence est chargée de quoi? Donc, de préparer les éléments de la stratégie nationale et de la soumettre au Conseil pour validation. Donc, c'est le Conseil qui la valide. Il coordonne la mise en œuvre de la stratégie de sécurité des systèmes d'information définie par le Conseil. Donc, il va coordonner avec toutes les parties prenantes. Il propose les modalités d'accréditation des prestataires de services d'audit en matière de sécurité. Ça veut dire pour être prestataire d'audit, vous devez être accrédité par cette agence. Et comment accréditer? C'est eux qui vont proposer ça au Conseil qui vont le valider. Ils opèrent des investigations numériques, donc du forensics, en cas d'attaque ou d'incidents cybernétiques ciblant les institutions nationales. Donc, c'est eux qui vont faire les enquêtes cybernétiques en cas d'attaque. Ils veillent à la collecte, à l'analyse et à l'évaluation des données liées au domaine de la sécurité des systèmes d'information
en vue d'extraire les informations pertinentes permettant la sécurisation des infrastructures et des institutions nationales. Donc, ils vont collecter toutes les données nécessaires pour mettre en place les trucs de sécurité. Ils font le suivi des opérateurs d'audit et de sécurité des systèmes d'information. Donc, c'est eux qui vont faire le suivi, vérifier s'ils font leur travail correctement ou non. Ils sont là pour conseiller et assister les administrations, les institutions et les organismes publics et privés pour la mise en place de stratégies de sécurité des systèmes d'information. Ils assurent une veille technologique en matière de sécurité des systèmes d'information, donc ils font de la veille. Ils accompagnent les administrations et les institutions de concert avec les structures compétentes dans le traitement des incidents liés à la sécurité. Donc, si vous avez un incident, c'est eux qui vous aident à le résoudre. Ils recensent les systèmes d'information qui doivent être classifiés. Bien sûr, avant de faire la classification, ils soumettent ça à l'approbation du Conseil. Ils vont établir et maintenir une cartographie des systèmes d'information classifiés. Ils proposent pour avis des projets de textes réglementaires. Ils soumettent ça au Conseil. Ils élaborent et actualisent les référentiels, les procédures, les guides de bonnes pratiques et font des recommandations dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information. Ils homologuent et ils certifient les produits de sécurité des systèmes d'information. Ils homologuent les dispositifs de création et de vérification de la signature électronique. Ils fixent les critères et les procédures de labellisation, certification ou accréditation conformément à la législation. Tout ça en matière de sécurité. Ils mènent des activités de formation et de sensibilisation en relation avec la sécurité. Ils émettent des orientations quant aux formations destinées aux agents des institutions publiques en matière de sécurité. Ça veut dire si une administration de l'État veut former les gens en matière de sécurité, eux, ils peuvent les orienter sur les meilleures formations à faire. Ils proposent des mesures de promotion, de recherche et de développement de solutions nationales en matière de sécurité. Ils peuvent animer et orienter les activités de recherche et de développement en matière de sécurité. Ils peuvent proposer des projets d'accord et de coopération avec l'étranger. Ils peuvent conclure des projets de partenariat en matière de sécurité après approbation du Conseil toujours. Ils peuvent promouvoir la culture de la sécurisation des systèmes d'information. Ils doivent élaborer des rapports périodiques et leur bilan d'action. Ils tiennent à jour une cartographie des vulnérabilités des systèmes d'information au niveau national. Donc, quelles sont les vulnérabilités qui existent? Ils assurent un échange d'informations avec le secrétariat technique de la Commission nationale de classification des points sensibles. Donc là, c'est un autre organisme qui définit quels sont les points les points sensibles en matière de télécom. Ils organisent et participent aux événements et manifestations à caractère scientifique et technique et trait à la sécurité des systèmes d'information. Ensuite, donc, voilà, si vous voulez, les missions de cette agence. Donc, vous remarquerez qu'elles sont très larges, qu'elles sont assez importantes et assez consistantes. C'est pratiquement les mêmes missions que vous allez trouver dans la plupart des agences de sécurité du système d'information à travers le monde, que ce soit en France, en Belgique, au Canada, aux États-Unis. Donc, ils ont pratiquement toutes la même panoplie de missions, sauf que dans certains pays, vous allez voir que les missions sont fragmentées sur différents organes pour éviter d'avoir un goulot d'étranglement. Dans d'autres pays, ils ont préféré les regrouper en un seul organe. Ensuite, on vous dit, l'agence est habilitée à requérir auprès des organismes, des institutions et des opérateurs dotés d'un système d'information tout document ou information utile pour l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues par ou en vertu du présent décret. Donc, ils peuvent solliciter n'importe quel organisme pour avoir des informations. Maintenant, comment est-ce qu'ils vont fonctionner? Alors, l'agence est administrée par un comité d'orientation et un comité scientifique. Donc, ils ont deux comités au niveau de l'agence. Donc, l'agence est dirigée par un directeur général. Elle dispose d'un centre opérationnel pour la sécurité, de direction, et ils ont des services administratifs et techniques. Donc, le président du comité d'orientation est nommé conformément à la... c'est un militaire toujours. Le comité d'orientation est composé par toujours le ministère de la Défense, les Affaires étrangères, l'Intérieur, la Justice, les Finances,
l'énergie, l'enseignement supérieur. Ça, c'est ce qu'on a vu plus haut, plus les télécoms. Ils ont rajouté en plus le ministère de l'Industrie, le ministère du Commerce, les services de sécurité, pardon, et l'autorité de régulation des télécoms, ainsi que l'autorité nationale de certification électronique, l'autorité nationale de protection des données à caractère personnel, l'autorité gouvernementale de certification électronique et, à titre consultatif, le directeur de l'agence. Donc, le secrétariat du comité d'orientation est assuré par le service même de l'agence. Le comité d'orientation peut faire appel à toute personne ou institution pour l'aider. Ensuite, ils vous disent la liste nominative des gens qui font partie de ce comité sont définis par le ministère de la Défense. Le comité d'orientation, qu'est-ce qu'il va faire? Il va étudier et proposer les éléments de la stratégie nationale. Il va examiner et adopter les programmes annuels et pluriannuels de la stratégie de l'agence. Il va évaluer les résultats de l'ensemble des actions poursuivies par l'agence. Il va définir les voies et moyens nécessaires pour la prise en charge des besoins nationaux. Il va arrêter les voies et les moyens nécessaires à la promotion de la recherche. Il va délibérer sur toutes les questions portant sur l'organisation et le fonctionnement de l'agence. Et il va approuver le règlement intérieur de l'agence. Donc là, vous remarquez que ce comité d'orientation, il va en quelque sorte faire tout le travail qui doit être validé, tout le travail qui va être remis au conseil, et que l'action du conseil devient en quelque sorte une action symbolique. Pourquoi? Si je prends par exemple le relatif au plan d'action ou bien carrément à la stratégie, etc. Donc, l'agence va les préparer, le comité d'orientation va les étudier, il va proposer d'autres éléments, il va les enrichir, les rejeter, etc. Ensuite, ça va remonter vers le comité national, le conseil national plutôt. Donc, le conseil national, qu'est-ce qu'il va faire? Ça devient plutôt qu'une action politique. Donc, il est là pour approuver uniquement, vu que vous avez vu sa composition. Personne n'est réellement expert dans le domaine de la sécurité, voire même tous sont ignares dans le domaine. Vous avez que des ministres qui généralement عندهم علاقة بكلش sauf مع le domaine. Vous avez des représentants et ça s'arrête là. C'est pour ça qu'ils ont créé le comité d'orientation qui est là pour faire le travail à leur place. Ensuite, vous avez, on vous dit, le comité d'orientation se réunit en session ordinaire 4 fois par an sur convocation de son président. Par contre, il peut se réunir en session extraordinaire autant de fois que nécessaire. Ensuite, on vous dit les conclusions et les travaux du comité d'orientation sont mis dans des procès-verbaux, etc. Il vous parle aussi du directeur général qui est nommé conformément à la réglementation en vigueur. Ensuite, on définit les missions du directeur général, élaborer un plan d'action, préparer le projet de budget, conclure les marchés, agit en nom de l'agence, exerce un pouvoir hiérarchique sur les travailleurs, élabore le règlement intérieur, veille à l'accomplissement des procédures d'habilitation du personnel. Il est ordonnateur du budget. Donc là, ça reste des missions quand même traditionnelles d'un directeur, tout simplement. Ensuite, là, on vous parle des autres postes, comment est-ce qu'ils sont désignés, l'organisation interne, comment elle est faite. Ensuite, on arrive vers le comité scientifique. On vous dit le comité scientifique se compose de 10 membres choisis pour une durée de 3 ans renouvelable par le comité d'orientation parmi les enseignants, les chercheurs et les experts dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information. Le président du comité scientifique est élu parmi les membres et le secrétariat est assuré par les services de l'agence. Maintenant, ce comité scientifique, il fait quoi? Ils vont le consulter, il est consulté par le directeur général sur toute question qui est d'ordre scientifique, qui rentre dans le cadre des missions de l'agence, relatif à la recherche et développement dans le domaine de la SSI. Donc, il va donner un avis sur la cohérence des programmes et des projets proposés par le directeur de l'agence, les modalités de mise en œuvre des programmes, des projets de recherche et de développement, le choix de l'acquisition de la documentation scientifique, l'organisation et la participation à des événements et manifestations scientifiques, les actions de formation et toute question à caractère scientifique. Donc, tous les volets scientifiques reposent sur ce comité scientifique. Et évidemment, ce même comité peut faire appel à toute personne, etc., etc.
Maintenant, dispositions financières, d'où est-ce qu'ils vont ramener leur argent? Donc, c'est des subventions allouées par l'État et les excédents éventuels de l'exercice budgétaire précédent. Donc, ce qui leur reste d'argent de l'année passée. En dépenses, c'est les dépenses de fonctionnement, en dépenses d'équipement, donc tout ce qu'ils vont faire pour acheter des équipements, et toute autre dépense nécessaire à la réalisation de leur mission. En disposition particulière, comme quoi l'agence peut être contrôlée comme toutes les institutions de l'État, elle est soumise à l'ensemble des dispositions législatives. Le système d'information de défense nationale sont exclus du champ du présent décret parce que bon, ça reste des systèmes purement militaires. Donc, ils font partie du domaine de la cyberdéfense et non pas de la cybersécurité. Ensuite, l'article 41 qui oblige toutes les institutions, les administrations, les organismes publics et les opérateurs privés de désigner un responsable de sécurité des systèmes d'information dans un délai maximum d'une année à compter de la date de publication. Donc, la date de publication était le 20 janvier 2020. Donc, le 20 janvier 2021, toutes les institutions sont censées avoir un responsable de sécurité des systèmes d'information. Voilà en gros ce que dit le document. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Allez-y. Bon, je vois un oui qui... Ah non, c'est vieux. Ça n'a pas été envoyé maintenant. D'accord. Puisque vous n'avez pas de questions, donc c'est moi qui vais poser quelques questions. Patientez quelques secondes. Alors, on va faire un petit exercice ensemble. Où est-ce qu'il s'est ouvert? Non. Alors, je vous ai mis l'énoncé d'un exercice. Réfléchissez à la solution. Ensuite, je vous interrogerai. Je choisirai. Par contre, je veux des réponses exactes qui fassent référence à des textes de loi exacts. Donc, vous avez 5 à 10 minutes. Ensuite, je choisirai quelqu'un pour répondre.
Dites-moi, Ziane et Mohamed Eliad, vous êtes là? Oui, monsieur. Alors, c'est bon, vous avez terminé? Oui. D'accord. Alors, la première question que je vous pose, alors, de quoi pourra éventuellement être incriminé Amin? Amin sera déclaré coupable. Non, de quoi va-t-il être accusé là, déjà? Ah, ok. Donc, il va être accusé de tentative, pour tentative de piratage, pour tentative d'atteinte au. Qu'est-ce qu'il faut Quel article? Donnez-moi l'article ah, de loi. ah, j'ignore quel article, monsieur, mais c'est celui qui parle de. Allez, stop. Oui, Vous ok. dans vos réponses, vous devez me donner l'article, le numéro d'article, le retrouver. Allez, je m'adresse à tout le monde. Celui à qui je poserai la question devra me donner le numéro d'article auquel il s'est référé. Vous avez Internet, vous avez tout, vous Ah, ok. pouvez travailler. Allez-y. Si vous n'avez pas encore téléchargé le code pénal, vous pouvez le télécharger sur ce lien. Et sinon, les articles concernés, vous les avez normalement déjà sur votre support de cours. Monsieur? Patientez, Bartlek. Je vous, Ah, ok.
Alors, Ziani. Oui, monsieur. Alors, oui, allez-y, je vous écoute. Il y a l'article 30 du 30, code pénal. Oui, 30. oui. Uh-huh. C'est pour la tentative. Il dit que est considéré comme le crime même, toute tentative criminelle qui aurait été manifestée par un commencement d'exécution ou par des actes non équivoques tendant directement à le commettre. D'accord. Donc, Amine, celui qui a essayé de pirater Oui, mais attendez, l'article 30 du Code pénal dit ça quand l'action elle-même est punissable par le Code pénal. Mais qui me dit, moi, que le piratage est condamnable par le Code pénal? هذيك je suis encore en train de chercher كمل. laisse-nous battre les كمل. Il ne suffit pas de dire, voilà, la tentative est piratable. Comme ça, moi, je vais tenter de manger un casse-croûte maintenant, qu'on dit la tentative est piratable. Oui, mais manger, est-ce qu'il est plutôt sanctionnable par le Code pénal? Trouve-moi l'article dans lequel il est dit que manger est sanctionnable. Quand tu me trouveras là, d'abord, comment il faut procéder? Il faut voir d'abord l'acte lui-même. Est-ce que l'acte est condamnable? Si l'acte est condamnable, on va voir est-ce que la tentative de cet acte est condamnable. D'accord? Oui, monsieur. Allez-y. En attendant, on va essayer de voir quelqu'un d'autre. Monsieur Ould Shfawi Ismail, est-ce que vous êtes là? Oui, monsieur, je suis là. Alors, expliquez-moi. Que risque Amine et en vertu de quoi? C'est condamnable parce que les tentatives Donnez-moi le de numéro piratage, d'article. D'abord le numéro d'article, on va que ça. je suis pas encore numéro. Faites vite. Bon, dans 3 minutes, je poserai la question et les réponses sont notées, en fait. Donc, dans 3 minutes, celui qui ne répond pas, tant pis pour lui. Ouais.
Mademoiselle Larabi, est-ce que vous êtes là? D'accord. Alors, concernant le cas de Amine, vous allez invoquer quel article? La loi 0904. Quel article de la loi? Une loi est composée de plusieurs articles. On ne peut pas invoquer une loi dans sa globalité. Oui, mais laquelle? Quel article? L'article 1er. La présente loi vise à mettre en place des règles particulières de prévention et de lutte contre les infractions liées à la technologie de l'information et de communication. L'Arabie, si vous partez voir un juge en lui disant je veux arrêter telle personne avec l'article 3, c'est vous qui le mettrez à la porte. Faux. Alors, Wafek Ahlam, est-ce que vous êtes là? Wafek Ahlam une fois. Wafek Ahlam deux fois. Wafek Ahlam trois fois. Absent. Ok. Tounsi Abdelkader, est-ce qu'il est là? Tounsi une fois. Tounsi deux fois. Tounsi trois fois. Mejahad Abdelraouf Amin, est-ce que vous êtes là? Mejahad une fois. Mejahad deux fois. Mejahad trois fois. Tant pis. Boukadoum Islam, est-ce que vous êtes là? Boukadoum une fois. D'accord, monsieur Boukadoum, alors dans votre cas, dites-nous concernant Amin, quel article vous allez invoquer concernant l'infraction qu'il a commise? Et d'abord, l'article de quoi? Est-ce que vous allez invoquer le code pénal, vous allez invoquer la loi 0904 ou une autre loi? Oui, mais l'article de quoi? Du code pénal ou d'autre chose? D'accord. Mais est-ce que Amin sera coupable ou bien vous allez l'innocenter? Merci. Defos Mohamed, est-ce qu'il est là? Defos une fois. Defos deux fois. Defos trois fois. Alors, Harzali Wassila Rania, est-ce qu'elle est là? Harzali une fois. Harzali deux fois. Harzali trois fois. Courta Katia, est-ce qu'elle est là? Courta une fois.
Courta, 2 fois. Courta, 3 fois. Tant pis. Bahamida, Haj Sliman. Bahamida, 1 fois. Bahamida, 2 fois. Bahamida, 3 fois. Abacha, Taha. Abacha, 1 fois. Abacha, 2 fois. Oui, monsieur. Abacha, vous êtes là? Oui, monsieur. Alors, qu'est-ce que vous allez invoquer pour inculper la personne? Donc, on parle de Amin pour dans ce cas de figure. Est-ce que vous allez utiliser, d'abord, est-ce que vous allez utiliser le code pénal ou bien vous allez utiliser la loi 0904 ou bien une autre loi? Le code pénal, oui. D'accord. Si vous utilisez le code pénal, ça va être quel article du code pénal que vous allez invoquer? Peut-être que j'ai cherché le support du code pénal, mais pas trouvé. Le support, je vous ai demandé de le chercher au début de l'exercice. Je vous ai même donné le lien. C'est pas maintenant qu'il faut le chercher. Dites-moi, ensemble, vous considérez que la personne est coupable ou non? On va faire du forensique avant de dire qu'il est coupable. Parce que si vraiment l'attaque a eu d'impact ou pas. Parce que là, c'est pas fini. D'accord. Merci. Par exemple. Alors, Hadjog Lamine, est-ce qu'il est là? Hadjog 1 fois. Hadjog 2 fois. Hadjog 3 fois. Jabri Shaker. Jabri 1 fois. Jabri 2 fois. Jabri 3 fois. Donc, Jabri Shaker est absent. Il faut bien que je tombe sur quelqu'un qui est là quand même. Ah tiens, Azos, est-ce que vous êtes là? Oui, Ah, attendez, pardon. Jabri, c'est Jabri Abdelkader ou Jabri Shaker? Parce que dans la liste, j'ai un certain Jabri Shaker. Et là, vous qui répondez, vous vous appelez Jabri Abdelkader. Ah, d'accord, c'est la même personne. Ok. Monsieur Jabri, donc j'enlève le 0 que je vous ai mis en attendant. Alors, Monsieur Jabri, dites-moi, vous allez vous référer à quoi? Est-ce que vous allez vous référer au code pénal? Vous allez vous référer à la loi 0904 ou bien à un autre texte complètement différent? Alors, code pénal, article 394. Laissez-moi le temps, on va afficher l'article en question. Alors, monsieur, 394, il y en a plusieurs, c'est lequel? Le bis, le ter, le quater, le quinquième, le sixième, le septième, le huitième, le neuvième. Il y a 9 304. Alors, le quatrième, le carter. Alors, qu'est-ce qu'il dit cet article? Est puni de temps et temps quiconque volontairement et frauduleusement conçoit, recherche, rassemble, met à disposition, diffuse et commercialise des données qui sont stockées, traitées et ou transmises par un système informatique et par lequel les infractions prévues détient, révèle, divulgue, etc. Est-ce que vous considérez que le Amin a fait une de ces actions? Ok, je vous remercie. Alors, on revient vers Mademoiselle Azouz. Alors, Azouz, oui. alors, pour vous, c'est le code pénal ou la loi 0904 ou un autre texte?
Le code, attendez, 04015. L'article 309 94 bis. Attendez, patientez doucement. Ok. D'abord, est-ce que la loi 0904 ou le code pénal? C'est la première question. La loi 0415. La loi 0415 qui est le code pénal. Donc, c'est le code pénal que vous voulez prendre. Et dans le code pénal, c'est quel article? L'article 394 bis. Bis. Alors, on va voir ce que dit le bis. Est puni etc. Quiconque accède ou se maintient frauduleusement dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données. La question que je vous pose, pourquoi cet article exactement? Vu qu'il y avait une coupure, donc je pense Attendez, qu'il a doucement. pu avoir. On parle pas de la coupure déjà. Ah Lui, non, enfin, je voulais dire que vu qu'il a commencé l'attaque, il doit sûrement avoir accès au. d'accord. Mais lui, il ne l'a pas fait, il a tenté de le faire. Là, l'article parle de l'acte en lui-même, il ne parle pas de la Ah, tentative. d'accord. Donc, on peut faire l'article. La question que je vous pose, est-ce qu'il y a un article qui parle de la tentative? Oui, c'est l'article, je crois que c'est le quater, un truc comme ça, Quater. hein, qui parle Quater, de la. c'est Il y a aussi- Quater ne parle pas de la tentative. Mais bon, l'essentiel, pour vous, est-ce qu'il est coupable ou non? Azos. Enfin, oui, il est coupable. Ok, merci Azos. Vous êtes meilleur que vos camarades, mais vous n'avez pas encore atteint la perfection. Monsieur, juste une question. On peut aussi, est-ce qu'on peut dire si on utilise l'article 30 du code pénal, qui dit que Trop tard. Monsieur Guesson, est-ce que vous êtes là? Guesson, une fois. Ah, il est là. D'accord. Est-ce que vous pouvez parler? Ou uniquement par écrit? Dans les deux cas, ça ne me dérange pas. Bon, je préfère que vous restiez par écrit. Alors, Monsieur Guesson, est-ce que ça va être le code pénal ou une autre loi? Écrivez code pénal. D'accord, toujours le code pénal. Alors, pour les faits en eux-mêmes, vous allez utiliser quel article? Est-ce que vous êtes d'accord avec mademoiselle Azouz sur le fait qu'on va utiliser le 394 quater pour incriminer le fait lui-même? Donc, vous allez vers le septième. Quiconque participe à un groupement formé ou à une attente établie en vue de préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs des infractions prévues par la présente section et punies par les peines prévues par l'infraction elle-même. D'accord. Donc là, vous allez le juger par rapport à cet article. Parfait. Que pensez-vous dans ce cas-là de l'article 394 non-IM? Monsieur Guessaume, le neuvième, celui qui est affiché à l'écran tout à fait en bas. Selon vous, entre le 394 septième et le 394 nonième, lequel est le plus adéquat? Donc, pour être plus clair, entre celui-là et celui-ci.
Monsieur Gusson, vous êtes toujours avec nous? Alors, Monsieur Gusson, ma question est la suivante. Entre le 394 septième, que je vous ai montré que vous avez choisi, voilà, et le neuvième, comme vous avez dit, et celui-là. Ça, vs ça. Lequel est meilleur? Monsieur Gussom, le fait que le juge vous a demandé de parler en arabe la dernière fois ne veut pas dire que vous restiez en arabe. Mais bon, c'est pas grave. La question est la suivante. Quelle est la différence entre l'article le 7 et le 9? Bon, je pense que je vais arrêter avec vous maintenant, Monsieur Gussom. Je passe à quelqu'un d'autre. Monsieur, Oui, je peux essayer de répondre parce que d'accord. Patientez j'ai... uniquement. Laissez-moi le temps de noter la note de Gussom et ce sera à vous de répondre. Alors, Dash, quelle est la différence entre l'article 394 nonième et 394 septième? Monsieur, avant d'arriver Non, 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 à... non, non, je suis à ce niveau-là actuellement dans mes questions. Ah, Les deux articles sont quel appliqués article? le 394 septième et le 394 noniès, celui qui est surligné. Ah, une minute, je l'ai lu. Hamadash, vous utilisez votre téléphone toujours? Alors, je vous envoie les deux articles au niveau du chat. Ça va être plus facile pour vous de les lire. Voilà. Maintenant que vous avez les deux articles, dites-moi c'est quoi la différence entre les deux? Et de préférence, donnez-moi la réponse de manière orale. Hamadash, on est arrivé à la limite du temps, faites vite. Remontez où? Monsieur, l'article 9e, il parle de tentative de délit Mhm. qui, bon, prévu à la présence des sanctions, qui va être puni par la peine prévue pour le même délit lui-même. Alors que le 7e, il parle d'une participation à un groupe formé ou une entente établie. Donc, il y a des... comment dire? Une complicité. Voilà, il y a des complices. Donc là, ça concerne toutes les infractions qui ont été faites par des groupes avec des complices, pardon, Mhm. et qui vont être punis par les peines prévues pour l'infraction elle-même. Alors que la deuxième, ça parle juste de la tentative de délit. Ça ne précise pas si c'est... Alors, effectivement, la différence entre l'article 9e et 7e, c'est que la 9e parle tout simplement de la tentative. Si vous tentez de faire quelque chose, on va vous punir de la peine de la chose.
il parle de la présente section, ça veut dire dans tout ce qui est infraction relative au système d'informatique. Par contre, le septième auquel avait fait référence M. Gusson, il vous permet de sanctionner la tentative, mais uniquement dans le cas où c'est un groupement. Ça veut dire que ça a été fait en groupe. Ça veut dire si plusieurs personnes se sont mis d'accord pour tenter de faire une infraction prévue dans cette section, mais même s'ils ne l'ont pas fait, parce que là, on vous dit une entente établie en vue de la préparation, ça veut dire qu'ils sont seulement mis d'accord pour le faire, mais que cette entente s'est caractérisée par des faits matériels, c'est-à-dire qu'ils ont préparé la chose. Dans ce cas-là, ils seront punis comme s'ils l'avaient fait. Par contre, la tentative, c'est que même si je suis seul, j'ai tenté de le faire, j'ai essayé, mais je n'ai pas pu. Maintenant, si on revient vers notre problème, mademoiselle Hamadash, est-ce qu'on est dans un cas de tentative ou est-ce qu'on est dans le cas d'une entente? Normalement, on est dans les deux parce qu'il y a une entente entre Amine et Maya et ils ont essayé de faire une tentative mais qui n'a pas réussi. Est-ce qu'ils ont commencé? Oui, ils ont commencé. Où est-ce que vous lisez ça? Ils ont décidé de commettre le piratage du texte, etc. Mais bon, Maya, elle s'est retractée. Par contre, Amine, il a été empêché à cause des conditions qui... Oui, est-ce qu'il a commencé à le faire? de- Lisez bien l'énoncé. Ils ont été arrêtés avant de commettre leur crime, donc ils n'ont même pas commencé. Ok. Voilà. Ce qui Oui, fait c'est bon. que M. Guestom a la note complète, parce il a pu soulever cette subtilité, parce que l'on n'a pas dit qu'Amine a commencé, c'est une coupure de courant l'a empêché. Non, ils ont préparé. Donc il y a eu l'acte de préparation, mais il n'y a pas eu d'acte lui-même. Et effectivement, l'article qu'il fallait invoquer, c'était l'article 7e. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est le 394 septième. Parce que le 394 septième, il parle de quoi? Il parle d'une entente en vue de commettre une infraction. Maintenant, maintenant il y a deux interprétations juridiques. Est-ce que Amine est coupable ou non? Il sera inculpé ou non? D'abord. Hamadash. Ah oui, Amine, il sera coupable. D'accord. Est-ce que Maya sera coupable? Maya, non, parce qu'elle a eu des remords à la dernière seconde et elle s'est désistée. Donc elle ne peut pas, donc la loi ne peut pas s'appliquer sur elle. Effectivement, parce que par rapport au principe même du code pénal, on vous dit il y a les bases du crime, c'est le fait avéré, l'intention, etc. Et que la rétraction volontaire fait en sorte que la personne ne peut pas être condamnée. Maintenant, à quelle peine Amine sera condamné? En vertu de quel article vous allez le condamner? Parce que certes, l'article 7e établit que le fait que de la tentative uniquement, qu'il n'y a pas eu tentative, que l'entente est condamnée au même titre que le crime lui-même. Mais le crime qu'a commis Amine, il est défini dans quel article? C'est pas l'article 384 qui parle de tous les actes préparatoires qui Mais permettent. le 394 septième, il vous dit tout acte préparatoire est puni de la même manière que l'acte lui-même. Mais la punition de l'acte Oui. est définie dans les articles de 394 bis jusqu'à l'article 394 quater. Donc il y a 4 articles qui parlent d'actes. Amine, son action, vous allez la classer dans lequel de ces 4 articles? C'est ça la question maintenant qu'il faut se poser.
Alors, si on analyse les articles, Hamadash, l'article 394 bis, il parle de quoi? Accéder, maintenir ou se maintenir frauduleusement dans un système ou une partie du système. On est d'accord? Ce n'est pas le bus, ce n'est pas le bus, parce ils ont été arrêtés avant même de commencer. Oui, mais qu'est-ce qu'ils avaient prévu de faire? Parce que eux, Bon, c'est ça la question qu'il faut se poser. Ensuite, Ah, le d'accord. tiers, et qu'est-ce qu'il est en train de dire? Quiconque s'introduit frauduleusement dans des données, alors, quiconque introduit frauduleusement des données dans un système ou modifie frauduleusement les données qu'il contient. Le quartaire, qu'est-ce qu'il dit? Quiconque conçoit, recherche, rassemble, met à disposition ou diffuse ou commercialise des données qui sont stockées, traitées, etc. par un système informatique et par laquelle les infractions prévues par les présentes sections peuvent être commises. Détient, révèle, divulgue, etc. Eux, qu'est-ce qu'ils avaient prévu de faire? Ils voulaient faire un détournement du flux De la banque de la banque. Oui, voilà, de la banque. Alors, Un détournement, ça veut dire qu'ils vont rien modifier. si, ça veut dire que le flux, au lieu d'aller vers la banque, le flux monétaire, il va aller chez eux. Donc, ils vont modifier. Attendez. Détournement de flux, ça veut dire quoi? Vous allez modifier les tables de routage. Ah, d'accord, oui, Si vous modifiez les tables de routage, ça veut dire quoi? Comme le dit Yahya Iman, vous allez altérer un fonctionnement, déjà. Ouais. Et autre chose, vous allez modifier une information qui se trouve dans le système d'information, donc dans la table de routage. Donc, c'est le terre. Il y a non seulement une modification. Vous allez modifier une information et altérer un fonctionnement. C'est deux choses que vous allez faire. Oui. Ensuite, quand l'information va venir chez vous, vous allez détenir une information. On est d'accord? Oui. D'accord. Donc, essayez maintenant vous avez les mots-clés. Donc, altérer un fonctionnement, modifier une information et détenir une information. Quelle est Donc, déjà, c'est le bis pour l'altération de l'information. Ah bon, le bis parle d'altération de l'information. Oui, lorsqu'il en résulte une altération du fonctionnement du système. C'est pas la peine. Oui, mais là, c'est une altération du système parce que vous avez modifié le fonctionnement du système pour qu'il réoriente l'information vers vous. Ah, donc, c'est le bis. C'est le bis aggravé par contre, pas le bis ordinaire. Parce que le bis, c'est... Il y a un bis aggravé. 3 mois à 1 an de prison. Lorsqu'il résulte une altération, c'est 6 mois à 2 ans. Avec une amende de 50 000. Ensuite, le TER, qu'est-ce qu'il dit? Introduit frauduleusement des données, vous ne l'avez pas fait. Supprimer ou modifier frauduleusement des données, il ne l'a pas fait. Ensuite, le 94, qu'est-ce qu'il va dire? Quiconque détient, révèle ou divulgue des informations issues des infractions citées plus haut. Donc là, lui, il va détenir des informations parce qu'il va détourner le flux pour qu'il vienne vers lui. Oui. Maintenant, vous allez Donc, remarquer que dans le premier cas, il aura entre 6 mois à 2 ans. Dans le deuxième, il va avoir 2 mois à 3 ans. Vous allez le condamner pour quoi? Pour la peine la plus lourde. Vous allez opter. Donc, c'est les 384 squatter. Maintenant, vous pouvez même invoquer un autre article auquel personne n'a pensé. C'est le 394 quinquième qui dit « Les peines prévues par la présente section sont portées au double lorsque l'infraction porte atteinte à la défense nationale ou aux organismes et établissements de droit public. » La Banque d'Algérie, c'est un organisme public, c'est un organisme de l'État. En effet, oui. Dans ce cas-là, vous allez le condamner pour le 394 quater et vous allez demander à ce que la peine soit doublée en fonction du 394 quinquième. Donc, vous pouvez demander jusqu'à 6 ans de prison. En tant que procureur, vous pouvez même demander au juge, voilà, monsieur le juge, je demande 6 ans de prison en vertu de l'article 394 quater et la peine est aggravée en vertu de l'article 394 quinquième. Et vous dites les faits sont avérés, donc je maintiens ce type de... Parce que l'avocat, il va vous dire il n'a rien fait. Vous allez invoquer l'article 394 septième pour dire oui, il n'a rien fait, mais il a participé à un groupement formé en vue d'une entente établie, en vue de la préparation.
Oui. Ok, je vous remercie. Donc, on arrête là pour aujourd'hui. Merci. Ok.